Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais du côté de la Suisse à la rencontre de Chloé. Salut Chloé. Salut Sébastien, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté d'être présente sur l'émission pour parler un peu de mental. J'aime bien un petit peu sortir un peu des invités que je peux avoir en France et aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et je trouvais que c'était l'occasion un peu d'aller te rencontrer. Donc j'avais pu suivre quelques-unes de tes stories sur Instagram via Steven Kissierat, que j'avais interviewé précédemment dans la saison 3 aussi. Voilà, du coup ça m'a donné envie d'aller à ta rencontre et puis de partager un moment pour parler un peu de mental et puis de voir un peu qu'est-ce qu'on en pense un peu du mental du côté de la Suisse là-bas. Alors je prétends pas représenter le peuple suisse dans son entier parce que déjà je suis une immigrée malgré moi, je suis née à Genève mais je suis française et belge d'origine et naturalisée suisse. J'ai vécu presque toute ma vie à Genève, donc la capitale de la paix d'après la théorie en tout cas. C'est là que siègent les organisations internationales, la plupart des organisations internationales. Et ce qu'on pense du mental en Suisse, en général, sans trop m'avancer, je pense que je peux dire que les Suisses sont très dans le mental, sont très dans un petit peu la peur du regard de l'autre, d'être jugé. En tout cas, à Genève, c'est vraiment très flagrant. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je suis très spontanée et vous allez vous en rendre compte assez vite. Et je réfléchis pas tellement à comment et à quoi je vais dire. Je préfère vraiment rester moi-même. C'est parfait. C'est tout ce que j'attends. Authenticité dans tes réponses et dans ta manière et dans ta philosophie de vivre le mental et de nous parler un petit peu de ce sujet-là. Je commence toujours l'émission par un portrait chinois. Ça va te permettre de te mettre dans l'ambiance. J'ai quelques questions et puis après on reviendra sur ton parcours, on parlera de mental et puis on clôturera notre épisode. Donc si tu es d'accord, on attaque par le petit portrait chinois. Donc si tu devais être une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors si je devais être une couleur, je serais le blanc en ce moment depuis quelques années, puisque pour moi le blanc ça représente la paix, ça représente la liberté et c'est d'ailleurs la couleur de notre emblème. Quand je me suis présentée au Parlement suisse très récemment, c'était une colombe porte le rameau d'olivier et qui est blanche. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de manifestations. Vous voyez derrière moi le décor pour la liberté, la résistance contre le totalitarisme rampant qui arrive dans le pays. Et on s'est souvent habillé en blanc durant ces manifestations, et également aussi pour rendre hommage aux victimes des injections des vaccins Covid, pour lesquels j'ai souvent été sollicitée en France. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Alors, j'ai été revoir cette chanson que j'ai beaucoup chantée durant les manifestations il y a quelques années. C'est la chanson de Georges Moustaki, Sans la nommer. Et ça parle de révolution permanente. Ça parle de liberté, ça parle de traque et de matraque sur cette révolution qui se veut libre et sur cette liberté de penser surtout. Et il y a également Guy Béard qui a chanté Le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Ça, c'est les chansons qui me parlent beaucoup parce que c'est ce que je vis en ce moment depuis le Covid, depuis que j'ai été médiatisée et copieusement calomniée par les médias. Voilà, donc c'est les chansons qui m'inspirent en ce moment. Ok. Si tu devais choisir une personne célèbre, tu serais qui? Ah, grande question.
je serais quelqu'un qui ne serait pas célèbre, en fait, puisque j'ai l'impression que toutes les personnes célèbres ont été peu ou prou des imposteurs, puisque l'histoire ne raconte que ce qu'elle veut, et c'est les vainqueurs qui l'écrivent en général. Certains me comparent à Jeanne d'Arc, mais je serais plus une Louis Béchamp ou une personne qui n'a pas percé, disons, qui serait peut-être reconnue post-mortem, je ne sais pas, mais en tout cas, je fais de mon mieux pour que les gens puissent avoir vraiment toutes les infos nécessaires pour prendre leurs décisions. Et ces gens-là, en général, ne sont pas très aimés des pouvoirs publics. Si tu étais une émotion, tu choisirais laquelle? La joie. La joie? Mm. Si tu devais choisir un livre? La communication non violente au quotidien, même si je n'arrive pas du tout toujours à l'appliquer. Avec le mode girafe et le mode... Oui, c'est ça. J'avais un autre livre, La stratégie du choc de Marie La Claire. stratégie du choc, ouais. Pourquoi spécifiquement celui-là? Mais parce que ce livre parle de toutes les catastrophes qui ont été créées par le pouvoir pour instiller des lois liberticides, des restrictions de liberté et des lois qui n'auraient jamais été acceptées sans ce choc. Et c'est ce que j'étudie et c'est sur quoi j'informe souvent. Parce que ça parle de manipulation, ça parle de mensonges et j'y suis allergique. Donc, c'est un petit peu à chaque fois qu'on a des pistes qui me donnent envie d'en savoir plus et d'avoir vraiment les tenants, les aboutissants et les acteurs qui les mettent en place. Si tu devais être un animal, tu choisirais lequel? J'hésite entre le chat et le tigre. Le tigre, c'est mon signe astrologique chinois. Et le chat, c'est mon animal préféré. Je dirais que je serais un félin. Mais ça dépend des jours. On va adapter la race à l'émotion du jour. Tu devais choisir un plat. Donc là, on est dans la gastronomie. Tu choisirais quel plat? Ça aussi, ça dépend vraiment de mes émotions. C'est plutôt des fruits ou des champignons que j'aime bien. La truffe, parce elle peut être rebutante. Elle n'a pas un aspect magnifique et puis elle a une odeur un peu tenace. Mais quand elle est coupée très, très fine sur des œufs brouillés ou des tagliatelles, elle peut vraiment révéler ses arômes. Mais moi, je suis un petit peu, j'ai l'impression que je suis un peu comme ça parce que j'ai été très longtemps incomprise et très souvent et encore aujourd'hui. Et ceux qui m'apprécient vraiment. Donc, c'est vraiment un plat à double face en fonction des personnes qui peuvent le Dans cette rencontrer. expression, espèce de truffe. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai, ça peut aussi s'appliquer. Mais souvent les pieds dans le plat pour rester dans le lexique de la gastronomie. Allez, j'ai une petite dernière. Si tu devais être un pays, quel pays choisirais-tu? Alors, c'est probablement un pays d'Afrique. Même si le rythme là-bas est beaucoup moins rapide que le mien, mais j'y trouve une certaine fraîcheur, disons, et une authenticité que qu'on ne retrouve plus tellement en Europe que dans les pays occidentaux. Je serais un petit pays d'Afrique, je sais pas encore lequel. Un pays qui n'a pas été colonisé, si possible. Pas s'il en existe. Okay. On va chercher pour la prochaine fois. Ah, je sais pas. Faudrait chercher, c'est vrai. Alors, merci pour ce petit portrait chinois. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire de quoi il est fait? Il est fait de beaucoup de choses et je pense pas qu'une vidéo suffira, mais je suis une bonne élève. Disons, j'ai toujours été attirée par l'école et par l'apprentissage. J'ai toujours été curieuse, j'ai toujours voulu comprendre. Quand j'étais toute petite, avant de savoir parler, ma maman me disait m'a dit récemment que j'avais des grands yeux curieux qui voulaient tout savoir. J'ai été plutôt docile dans mes jeunes années et puis à l'adolescence, je me suis rebellée. Je me suis rebellée contre l'autorité parentale, je me suis rebellée contre les mensonges, contre les choses qui me paraissaient pas justes. Et depuis, je n'ai pas tellement arrêté. J'ai eu plusieurs phases d'études dans ma vie. J'ai commencé par vouloir être ingénieure comme mes parents. J'étais à Lyon, à l'INSA. Et puis, j'ai bifurqué à l'école hôtelière de Lausanne pour avoir mon restaurant. C'était mon idée à cette époque. J'ai eu le diplôme en 2000. J'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration pendant 3 ans, même au Club Med, en tant que génie club. Ensuite,
J'ai bifurqué une troisième fois pour être prof de maths. J'ai eu mon master à l'Université de Genève en 2008 et je me suis lancée. J'ai eu une carrière de 16 années pleine de rebondissements dans l'enseignement des maths au niveau secondaire. C'est l'équivalent du collège en France. Et en parallèle, j'ai commencé à militer pour défendre les droits des gens, pour combattre, disons, les pressions, l'injustice, les mesures d'austérité qui étaient imposées par le Conseil d'État, le gouvernement avant, dans ma fonction de prof d'abord, et puis plus largement. Et j'ai compris au fil des recherches les enjeux mondiaux de géopolitique, de mensonges médiatiques et de diplomatie, qui est en fait un jeu qui se passe essentiellement à Genève. Hein, c'est quand même une capitale des rencontres diplomatiques avec toutes les organisations internationales dont on parle avant, qui permettent de mettre en place des accords, pas toujours publics, pas toujours connus, comme le traité TISA. J'étais membre du comité Stop TISA pendant 8 ans. C'est un traité de libre-échange qui permettait aux multinationales de s'accaparer les services publics et aussi les lois qui permettaient d'avoir un impact sérieux sur les lois du pays pour ne pas qu'elles entravent le commerce. C'était un traité qui a échoué, en tout cas qui a été suspendu à l'élection de Trump. J'ai aussi beaucoup alerté sur la monnaie créée par les banques. Et j'ai défendu l'initiative Money Plan en 2018, qui parlait d'une monnaie qui serait créée sans dette par la Banque nationale suisse, qui a été abondamment combattue par nos autorités. Il y a même eu des mensonges durant la campagne sur l'initiative. J'ai participé aussi à des mouvements qui dénoncent les placements abusifs des enfants. En Suisse, on a ça aussi. J'ai été dans les Gilets jaunes, j'ai été dans Nuit debout. J'ai alerté durant les années Covid là, sur les enjeux avec Gavi, l'Alliance vaccinale, l'OMS qui prépare un traité contraignant sur tous les États, là, qui doit être signé en mai 2024, sur les initiatives du Forum économique mondial et son impact auprès des différents élus dans le monde, les Young Global Leaders, dont Macron fait partie, par exemple. Et puis j'ai fait des émissions pendant le Covid, une par semaine. Ça s'appelait l'Info en question. On avait un invité presque à chaque émission. Et on développait des sujets dont les médias ne parlent pas. J'ai fait entre 400 et 500 vidéos depuis, je dirais même plus de 500 depuis 2020, dont les petits lives que tu as pu voir sur Instagram, mais des vidéos également plus longues que j'ai mises sur mon site et sur mes différents canaux. J'ai un canal Telegram et j'ai été virée, j'ai été licenciée en septembre 2022 après une procédure qui a duré 3 ans, qui visait à me mettre à l'écart de l'institution. Des raisons qui sont complètement loufoques, je vous laisserai apprécier sur mon site. Et là, je continue des émissions, je continue des interviews, je continue les recherches, je continue les manifestations. Et je suis au chômage, donc j'ai le temps pour les faire, en tout cas jusqu'au mois de juin. Bon, ben, c'est bien rempli comme trajectoire. C'est un petit résumé. Donc, ouais, c'est un petit résumé, mais il est déjà bien. Si tu regardes dans le rétro, est-ce que de quoi tu es le plus fier ou satisfaite avec le recul? Alors, je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir su rester intacte au niveau de ma solidité émotionnelle, je dirais, de mon moral et aussi au niveau de ma santé. Parce qu'avec tout ce que j'ai traversé, j'ai eu des moments vraiment de doute. Hein. Beaucoup de moments de doute où je me suis dit, j'arrête tout. Je m'enferme dans un trou de souris et puis j'attends que ça passe. Et puis, c'était plus fort que moi. Et j'ai à chaque fois rebondi et puis en me sentant à chaque fois plus forte. Donc, je suis contente d'avoir eu cette, je sais pas si c'est une grâce ou un cadeau, de pouvoir me remettre sur pattes, sur pied, après tous les écueils, et à chaque fois d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus fort dans mes recherches et dans mes... Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase te fait écho? Cette phrase, elle ressemble très fort à celle qui est vraiment ma phrase, celle que j'adore, c'est celle qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Samuel Clemens, alias Mark Twain. C'est la phrase qui venait partout. Et c'est celle qui m'accompagne au quotidien. Donc, effectivement, c'est avec cette phrase que je déplace des montagnes, en tout cas que j'essaye et que je ne me décourage pas. Donc, ça, c'est important.
Parce que vraiment, tout est possible et tout part de nous, en fait. Ça vient pas de l'extérieur. On peut d'ailleurs être très heureux tout en vivant des choses qui sont catastrophiques. Ça dépend vraiment pas de l'extérieur, tout ça. Oui, effectivement, on peut être heureux. De toute manière, la vie, elle est pas linéaire. Donc, forcément, on a des moments de joie, des moments de tristesse. Et faut savoir surfer sur toutes ces émotions et puis pour pouvoir, en tout cas, en tirer des apprentissages, des leçons qui font qu'on est, voilà, on vit de manière heureuse. Mais bon, après, tout n'est pas lisse. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Alors, on va aborder le mental, parce que c'est quelque chose qui est important, je veux dire, pour dépasser l'impossible qu'on pense et qui est souvent possible. C'est souvent le mental qui fait la différence. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, toi, tu le définirais comment? Le mental, pour moi, c'est ce qui nous permet d'avoir des repères quand tout nous paraît confus. C'est ce qui nous permet de mettre des théories ou des règles dans notre tête pour y voir plus clair. C'est aussi ce qui nous déconnecte parfois de la réalité et de nos émotions. Et c'est ce qui nous empêche souvent, c'est ce qui constitue des freins. Moi, je compare ça à la chaise en plastique auquel le cheval est attaché et qui croit qu'il ne peut pas bouger parce qu'il voit une chaise à laquelle il est attaché. En fait, on peut tout à fait dépasser les chaises en plastique. Donc, c'est à la fois un allié et un obstacle. Ça peut être un obstacle mental. Effectivement, ça dépend de la perception qu'on en a. Et je pense aussi peut-être l'éducation parentale qu'on peut nous donner au départ aussi. Alors, évidemment, je pense que tout part de l'éducation, mais qu'ensuite, il est propre à nous de savoir ce qu'on en fait et de savoir si ce qu'on a appris nous convient. Si, par exemple, je me suis longtemps dit que j'étais inutile ou que j'étais incompétente, mais à force de travail, de lecture, de thérapie, de confrontation aux autres, d'écoute de ce qu'on pouvait me dire, j'ai appris un petit peu à me renforcer, à m'aimer plus et, et à m'émanciper justement de la culture de famille et des choses qu'on m'avait dites, un petit peu comme des mantras limitants, des pensées limitantes. Et ça m'a donné encore plus envie de passer au-delà de ces barrières. Et il y avait vraiment le maximum de ce que je pouvais sans me faire des autogols, en fait. Sans me restreindre et sans me dire que j'étais nulle ou incapable. Ouais, effectivement, en tout cas, les mots qu'on nous répète peuvent être, comment dire, très bloquants. En fait, ça dépend Oui. comment, voilà, si c'est des choses positives, bah, forcément, ça donne confiance. Si c'est des choses qui sont plutôt à connotation négative, ça peut aussi restreindre le champ des possibles. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir, notamment je pense, alors moi j'ai entraîné pendant longtemps au tennis. C'était important d'avoir un discours positif, d'encouragement, même si on n'arrive pas, entre guillemets. Je veux dire, l'objectif c'est peut-être d'adapter la pédagogie de la réussite pour faire en sorte qu'on arrive pour pouvoir progresser par étapes. Et ça c'était quelque chose qui était hyper important et j'en ai pris conscience assez tôt, puisque au final, j'avais quand même des tout petits, et on se rend compte que leur maturité est complètement différente d'un jeune à un autre, et forcément, bah, en adaptant un petit peu la réussite à chacun, bah, finalement, chacun réussit à sa manière en fonction de ses compétences du moment. Et ça, c'est intéressant. Et ça me fait penser aussi à mon enseignement, à ma période de prof, à laquelle j'ai pas renoncé. Je suis toujours en recours au tribunal fédéral. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier, c'est de voir mes élèves se rendre compte qu'ils étaient capables de faire des choses. Quand ils me disent, mais en fait, les maths, c'est pas si, en fait, c'est facile. Je dis, bah oui, c'est facile. Et quand certains me disaient, mais madame, de toute façon, je suis nulle, je dis, fais gaffe, ton cerveau t'entend, tu sais. Alors, je leur faisais le test du bras tendu, je sais pas si tu connais. Tu tends ton bras, tu forces, et quelqu'un t'appuie dessus, et tu dis, je peux le faire. Et là, ça tient. Et tu dis, là, tu fais la même chose en disant, je ne peux pas le faire. Et là, la pensée est créatrice. Et quand on pense qu'on est nul, on n'y arrive pas. Et j'étais vraiment, On le j'ai devient. préparé au travers de mon travail ce dont j'avais manqué. Et je pense que ça a marché pour plusieurs de mes amis. Ouais, mais ça, en tout cas, on en tire des enseignements
en tout cas, quand on enseigne, on tire beaucoup d'enseignements sur les différentes personnalités, les différents jeunes qu'on a. Et du coup, on a des belles surprises quand on arrive à les persuader qu'ils peuvent y arriver. Et puis quand ils sont contents d'eux-mêmes. Exactement. Alors, on parle de mental. Maintenant, on va parler un peu de ta préparation mentale. Est-ce que tu mets en place des choses pour toi, en fonction des événements que tu vis, pour te préparer mentalement à des événements, ou à te concentrer pour donner des cours? J'ai pas de rituel précis, mais je distingue par exemple le fait de donner des cours et le fait de faire un discours, parce que les cours, je suis en intimité quelque part, je suis avec mes élèves que je connais, qui me connaissent. J'ai pas la pression que j'ai quand je fais un discours où il n'y a pas de deuxième prise, où quand c'est enregistré, il n'y a pas de correction, donc je dois être exact sur les faits et je dois donner la bonne impulsion. Donc j'ai toujours beaucoup d'émotions avant de prendre la parole en direct. Ce que je fais, c'est que je regarde des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, que ce soit mon amoureux ou des amis, et ça me donne la force. Et après, j'y vais. Et après, ça vient tout seul. Est-ce que tu utilises des techniques particulières? Non, pas de technique particulière, ou en tout cas pas consciemment. En général, je note sur un papier tous les points qui me paraissent importants d'aborder et que je ne suis pas du tout ensuite, hein, quand je prends la parole. C'est-à-dire que ça commence un petit peu comme j'avais prévu, puis après ça prend des chemins complètement divergents. Et puis après, quand j'ai terminé, je ne sais même plus ce que j'ai dit parce que ça a été tellement une émotion forte que j'ai pas, je contrôle pas tout à ce moment-là. Ce que je fais, en tout cas pour quand je vais dormir, ou j'ai deux trucs en fait. Quand j'ai peu d'heures de sommeil, ce qui m'arrive très souvent et que je dois me réveiller tôt pour un événement ou pour un autre, je me dis à haute voix avant de dormir, tu vas te réveiller. Donc oui, je m'adresse à moi, tu vas te réveiller à telle heure, on va dire à 7 heures, tu seras en pleine forme, après ces 3 heures de sommeil, tu auras toute l'énergie qu'il faut, toute la réactivité, l'intelligence, tu vas penser à tout et ton discours et ta prise de parole sera parfaite, sera très bien. Et ça me permet de me lever toute fraîche quelques heures, 3 heures plus tard, ça arrive, avec toutes les idées en place. Donc c'est vraiment un rituel que je fais quand j'ai une pression, quand j'ai quelque chose à faire vraiment, que j'ai peu d'heures de sommeil. Et puis, deuxième chose, le matin, je dis, je fais comme Irène Grosjean. Vous connaissez Irène Grosjean, qui est la papesse du cru, qui a vraiment changé ma vie au niveau santé, au niveau alimentation en 2016. Elle préconise l'alimentation vivante. Tous les matins, elle dit bonjour aujourd'hui, qui est le premier des plus beaux jours qui m'attendent. Et ça m'arrive de le faire, de le dire, et ça me met tout de suite dans une bonne énergie le matin. Voilà, c'est des petits trucs faciles. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de voilà, comment tu te prépares mentalement et tes petites astuces, j'aimerais aborder avec toi la confiance en soi et également le droit à l'erreur. Alors, comment toi, ta confiance, tu l'as construite? Ah, grande question. Je l'ai construite à force d'échecs et de harcèlement, je dirais. Ça paraît bizarre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Nietzsche disait ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et c'est vraiment comme ça. C'est en traversant les épreuves que j'ai acquis de la confiance en moi. Également en enseignant. Parce qu'il faut dire que c'est face à des adolescents qui nous laissent rien passer, ça nous permet de nous connaître. Et une fois qu'on se connaît, pour moi, c'est ça la clé en fait, de la confiance en soi, c'est de se connaître. Se connaître, du coup, s'accepter et finir par s'aimer. Et ça donne vraiment une confiance en soi. Alors, j'y suis pas complètement arrivée. Hein. J'ai encore beaucoup de doutes et tu l'as vu avant de commencer l'émission, je n'étais pas prête. Je me dis toujours que ça va. Je sais pas si ça va aller. Est-ce que ça va être intéressant, etc. pour les gens. Et est-ce que je vais pas perdre des pédales? Donc la confiance en soi, ça passe par l'amour de soi, selon moi. J'ai mon mariage qui a été très difficile en 2000 avec un père narcissique, je l'avais déjà dit, m'a permis de franchir un vrai palier parce qu'après ça, j'ai voulu changer de vie en reprenant ces études de maths. Et d'avoir surmonté ça, ça m'a donné une confiance en moi assez énorme. Et après avoir surmonté ça, je me suis dit, en fait, je suis capable de beaucoup de choses. Le deuxième choc qui a été très, très fort dans mon parcours, c'est ce que j'ai vécu quand
co-organisé les manifestations de la fin 2015 avec les syndicats qui m'ont radié, calomnié après que j'ai vu des connivences avec le gouvernement, entre eux et le gouvernement. Et ça aussi, j'ai eu de la peine à m'en remettre. J'ai cru que j'allais vraiment tout laisser tomber. C'est la première fois de ma vie que j'étais arrêtée au travail. Et après ça, de nouveau, j'ai eu un regain de force et de confiance en moi. Et puis alors vraiment, la troisième couche, c'est mes élèves. C'est la confrontation à des ados donc spontanés qui ne pardonnent rien et qui sont dans une période d'émotion pure, je dirais. Donc ça fait écho aussi à mes émotions, vu que je suis très très sensible. Et voilà, et de parvenir à réussir là où je pensais pas y arriver. Aussi les études de maths à 29 ans, prendre un master à 29 ans, le réussir en 5 ans sans aucune erreur, c'est quelque chose je m'attendais pas du tout. Je pensais le louper. Voilà, donc je conseille en fait à tout le monde pour avoir une vraie confiance en soi, beaucoup d'épreuves à surmonter et à transformer en fait. Donc, tu es pour le droit à l'erreur. Ah, complètement. Pour moi, c'est même un devoir. Je suis pour le devoir de l'erreur, le devoir à l'erreur. Parce que pour apprendre, que ce soit mes élèves ou moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'erreurs pour comprendre les choses. On a besoin de chocs, on a besoin de se tromper pour apprendre. Parce que si tout va bien tout le temps, que tout le monde nous fait des compliments à longueur de temps, que tout roule, qu'est-ce qu'on apprend, en fait, à la fin? T'as pas la même résonance, c'est sûr. Si je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, le regard des autres, pour moi, c'est une projection du propre regard qu'on a sur soi-même. Pour moi, le regard des autres, c'est ce que nous ont inculqué nos parents, qui n'a pas été digéré, pas été compris, pas été conscientisé et pas été exorcisé. Je pense que la peur de l'autre, c'est en fait la peur de ce que nous disaient nos parents, de nos blessures qui ne sont pas guéries et nos propres peurs qu'on a gardées à l'intérieur de nous. On projette tout le temps. En fait, quand on parle de soi. Quand quelqu'un nous insulte, il parle de lui, il parle pas de nous parce qu'il ne connaît pas vraiment. Quand on juge, quand on estime quelque chose bien ou pas bien, et on y trouve des qualificatifs, c'est qu'on connaît la chose parce que ça parle de nous-mêmes. Donc le regard des autres, ça n'a rien d'autre que notre regard, nos regards défaillants sur nous-mêmes et nos blessures qui parlent, à mon avis. J'ai aucune peur, en fait, du regard des autres. J'ai peur de ne pas être fidèle à moi. C'est ça qui serait compliqué pour moi. Mais tant que je suis en accord avec mes valeurs, avec qui je suis, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent, voir ce qu'ils veulent. Ça leur appartient. Exactement. J'ai envie de te parler un peu de motivation. Quels sont les trucs que toi, tu utilises pour te motiver? En fait, j'ai l'impression que j'ai une motivation constante, presque constante, parce qu'il suffit que je lise un article, que j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, que je pense à quelque chose, que je regarde le soleil dehors pour être motivée. Je suis motivée, je suis trop motivée en fait. J'ai trop de centres d'intérêt et je suis souvent frustrée parce que j'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais dans la journée. Donc, j'ai pas tellement besoin d'un coup de pouce ou d'un déclic. J'aimerais plutôt trouver des motivations pour essayer de ne rien faire pendant une journée. Ça, ce serait un challenge. Ok, pour ralentir plutôt. Pardon? Pour ralentir, du coup. Pour ralentir. Non, pas pour ralentir, parce que j'aime bien ma vitesse et j'aime bien faire 10 000 choses en même temps, mais pour m'octroyer de temps en temps une journée off, tu sais, où je m'occupe de rien, je regarde pas mon téléphone, j'ai pas d'horaire et je ne pense pas à des choses que je dois faire, des montages vidéo, des interviews, des publications, des personnes à appeler. Non, moi, je suis curieuse de tellement de choses. Donc, je suis un peu trop multimotivée. Alors, on va parler de la gestion des émotions et plus particulièrement de la gestion de la pression. C'est souvent cette expression qu'on entend le plus souvent, la gestion de la pression, le stress. Donc, bien que le stress ne soit pas forcément quelque chose à connotation que négative, le stress peut être aussi quelque chose qui nous stimule et nous pousse à agir. Toi, quelles sont tes ressources psychologiques pour gérer la pression? Alors, j'ai l'impression que ça va, qu'avec toutes les choses entre les procès, les licenciements, les calomnies, les choses à préparer, les horaires à tenir, les gens à rencontrer,
je crois que je fais une chose après l'autre, même si je réfléchis à plusieurs choses en même temps, mais dans les actions, j'ai une pile de choses à faire. Je fais ça, ensuite je fais ça, et puis je ne me fais pas de plan précis de l'ordre dans lequel je fais les choses. C'est-à-dire que je fais les choses comme elles me viennent. Et si j'oublie d'en faire une, elle me revient naturellement par la suite. J'ai un agenda papier, très important, pas d'agenda électronique. Tous les rendez-vous, je les note au crayon, comme ça permet à ma main d'enregistrer mes cellules, de savoir ce que j'ai à faire. Parce que quand même, quand on écrit, il y a quelque chose de la mémoire qui se met vite. Et puis, je me dis, dans des moments de stress intense, par exemple, je dois préparer une présentation PowerPoint pour l'émission Libérer l'info que j'ai lancée là, il y a un an et demi. Par exemple, la dernière fois, c'était le lien entre la DARPA et le vaccin Covid-19. Et je n'étais pas prête 2 heures avant l'émission. Je me dis mentalement que c'est pas grave. Si j'arrive pas à finaliser, je ne la présenterai pas. Et ce sera pas grave. Et puis, si j'arrive pas à tout dire, si je n'arrive pas à tout sourcer ou à tout, disons, expliquer ou tout montrer, je m'accorde le droit à l'erreur ou le droit aux lacunes ou à l'imperfection. Et c'est en m'enlevant à moi-même de la pression. Par exemple, je mets pas de montre. Ça fait très longtemps que je mets plus de montre. Je mettais une montre pendant que j'enseignais, et puis dès que j'avais terminé, je l'enlève. Parce que ça, c'est une source de pression pour moi de voir ces minutes qui passent et ces rendez-vous qui s'enchaînent. Donc j'essaye de me faire confiance, de me dire je vais y arriver. Et si je n'y arrive pas, c'est que ça devait se faire comme ça. La pression de la montre. Ouais. C'est vrai que le temps aujourd'hui, c'est devenu quelque chose où on doit forcément le combler par quelque chose à faire, alors que on peut passer du temps à ne rien faire. C'est très créatif. C'est vrai qu'on s'ennuie de moins en moins. Moi, je rêve de m'ennuyer comme quand j'étais petite. Je pense que les enfants actuels, les adolescents aussi, ne savent plus tellement ce que c'est que s'ennuyer. Et c'est dans les moments d'ennui, dans les moments de vide, qu'on est créatif, que les choses nous viennent et qu'on invente des choses importantes. Alors c'est vrai que les enfants maintenant, quand ils s'ennuient, soit ils jouent à la console, soit ils sont sur leur téléphone, soit ils perdent beaucoup de temps à scroller ou à regarder des trucs. Et ils comblent le vide, ils comblent tout le temps, ils comblent tout le temps. Alors, et de la même façon, avec certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles croient qu'il faut toujours meubler avec des mots pour maintenir un lien. Alors qu'on peut très bien être en lien dans le silence aussi. C'est important d'apprécier aussi ces moments de silence. On peut se sentir, on peut se vibrer, mais on n'est pas obligé d'échanger avec des super. Exactement. Alors j'ai une dernière petite question pour toi. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Tu parles à une spécialiste. Je dis toujours on lâche rien. On ne lâche rien. D'ailleurs, c'était une de mes chansons préférées que j'ai oublié de citer, c'est HK et Santana qui a chanté On lâche rien. Et ça a accompagné plusieurs des manifestations auxquelles j'ai participé. C'est une phrase qui résonne complètement dans mon combat. Important de rien lâcher au niveau de notre objectif de justice et de vérité, de liberté. Mais par contre, c'est bien aussi, je pense, de pouvoir lâcher prise quand ce qu'on essaie de faire ne fonctionne pas et d'y aller par d'autres chemins et de s'autoriser à ne pas réussir toujours par les étapes qu'on avait pu emprunter. Et par contre, de garder la détermination. On arrive sur la fin de cette interview. Je suis ravi d'avoir pu te poser toutes les questions que j'avais envie de te poser. Qu'est-ce que tu aimerais dire, laisser comme message important que tu as envie de partager avec mes auditeurs? Je reviendrai sur l'impossible. Ne croyez jamais que c'est impossible. Ne croyez jamais que c'est interdit, que vous n'avez pas le droit, qu'une autorité supérieure vous dicte ce qui est bien pour vous. Pour moi, l'important, c'est de garder sa souveraineté, son libre arbitre, ses décisions, ses choix, sa liberté de penser et d'agir et de s'exprimer. Donc, essayons de gagner et de garder cette confiance en nous, quitte à ne pas être approuvé par l'extérieur. Ce n'est pas un signe de réussite que d'être encensé par la foule. C'est même souvent le contraire. Donc, n'ayez pas peur de vos différences. Ne
Ne cachons pas nos différences et soyons-en fiers. Ce serait ça. Ouais, donc tu prônes l'authenticité et le fait d'être soi-même, quoi. Bon, ben merci Chloé. Merci beaucoup pour cette interview. Je suis ravi d'avoir pu du coup la faire. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci à tous. Avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.